Un pays où l'État vous verse de l'argent chaque mois simplement pour aller à l'université. Un endroit où des parents laissent leur bébé dormir dans des poussettes devant un café, entre boire tranquillement leur boisson chaude et personne ne s'inquiète. Un pays où perdre son emploi ne déclenche pas la panique, parce que tout un système est déjà là pour vous rattraper. Voici le pays que le monde classe encore et encore parmi les plus heureux de la planète. Et pourtant, pendant presque la moitié de l'année, il vit sous le froid et l'obscurité. Demandez aux habitants s'ils sont heureux, et beaucoup répondront doucement « Non, nous ne sommes pas heureux, nous sommes satisfaits ». Il y a une nuance immense entre les deux. Et c'est cette nuance qui raconte tout. Voici le vrai Danemark. 1. Les piliers du bonheur. Au Danemark, entrer à l'université ne signifie pas seulement ne pas payer de frais d'inscription. Cela signifie aussi recevoir de l'argent. Les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier d'une aide publique appelée SU, d'environ 6 300 couronnes par mois s'ils vivent seuls. Cela représente à peu près 900 $ versés simplement parce qu'ils étudient. La santé fonctionne selon la même logique. Si vous tombez malade, vous êtes soigné et la facture est prise en charge par le système auquel vous contribuez déjà. Mais le vrai secret n'est pas seulement que certaines choses semblent gratuites. Le vrai secret, c'est que presque personne ici ne vit dans la peur. Le modèle danois porte un nom, la flexicurité. Les employeurs peuvent embaucher et licencier facilement, ce qui garde le marché du travail souple. Mais dès qu'une personne perd son emploi, un filet de sécurité solide la soutient, avec des allocations et des formations, jusqu'à ce qu'elle retrouve un nouveau poste. Comme l'a résumé un professeur danois, vous n'avez pas forcément droit à un emploi précis, mais vous avez droit à un emploi. Imaginez ce que cela change dans une vie. Il existe un peintre danois qui perd son travail 2 à 4 fois par an. Et pourtant, tous ceux qui le connaissent le décrivent comme un homme heureux. Il sait qu'un autre emploi viendra. Il sait que son prêt immobilier ne s'effondrera pas entre-temps. Ajoutez à cela une semaine de travail de 37 heures et au moins 5 semaines de congés payés, et le tableau devient plus clair. Ce n'est pas une question de chance, c'est une mécanique sociale, construite volontairement pour retirer cette peur invisible qui suit tant de gens partout ailleurs. 2. Les femmes danoises est l'une des sociétés les plus égalitaires du monde. Regardez attentivement les personnes qui circulent à vélo, et vous verrez l'une des révolutions silencieuses du Danemark. Ces femmes. Le Danemark fait partie des sociétés les plus égalitaires de la planète. Les femmes danoises ont obtenu le droit de vote en 1915, il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, le pays figure parmi les meilleurs d'Europe en matière d'égalité. Et ce n'est pas seulement grâce à des discours. C'est inscrit dans l'organisation même de la vie quotidienne. Les parents disposent ensemble d'un congé payé particulièrement généreux, réparti sur environ une année. Les crèches sont fortement subventionnées. Ainsi, une mère danoise est rarement forcée de choisir entre sa carrière et sa famille. Le système est conçu pour lui permettre de vivre les deux. Les chiffres le montrent. Environ 61% des femmes danoises font partie de la population active, et elles représentent presque la moitié de tous les travailleurs du pays. Une quasi-égalité, non pas par hasard, mais par conception. Et cette beauté que les visiteurs viennent photographier est elle aussi liée à ce mode de vie. Elle est simple, naturelle, discrète, un style minimaliste, un amour du plein air, l'assurance tranquille de quelqu'un qui va travailler à vélo sans chercher à jouer un rôle. C'est une beauté enracinée dans l'indépendance, la sobriété et le bon design, pas dans l'apparat. Égalité, école gratuite, confiance, tout cela peut ressembler à un conte moderne. Mais cette machine sociale est bien réelle, et elle forme la base de tout ce que nous allons découvrir. 3. IG. L'art d'être heureux dans l'obscurité. La sécurité protège. Mais être protégé ne suffit pas toujours à sourire. Pour cela, les Danois ont un mot que le reste du monde tente d'adopter depuis des années. IG. Il est difficile à traduire, c'est la lueur douce des bougies pendant une soirée d'hiver. C'est un repas lent partagé avec des gens qu'on aime.
C'est cette sensation d'être au chaud, présent, enveloppé, pendant que le froid appuie contre les vitres. Au Danemark, le hygge n'est pas un luxe. C'est une stratégie de survie. C'est l'art volontaire de trouver de la chaleur dans l'obscurité. On le retrouve même au travail. La semaine officielle dure 37 heures et les gens partent réellement à l'heure pour aller chercher leurs enfants. La hiérarchie est plate. Votre patron ressemble davantage à un collègue qu'à un souverain. Personne ne s'effondre parce que vous avez quelques minutes de retard. Le travail est une activité que l'on fait, pas une force qui possède toute votre existence. Et puis, il y a peut-être la forme la plus étrange de convivialité danoise, les clubs de bains d'hiver. Partout dans le pays, dans presque toutes les villes, des Danois se rassemblent d'octobre à avril. Ils se déshabillent, plongent dans la mer, parfois dans une eau à seulement 2 degrés, puis se réchauffent dans un sauna avant de recommencer. Une étude de 2024 a montré que ces clubs font plus que réveiller le corps. Ce rituel partagé renforce la communauté, crée du lien et apporte un véritable soutien à la santé mentale. Les Danois n'attendent pas que le soleil revienne pour se sentir vivants. Ils entrent dans le froid et en extraient de la chaleur. La culture danoise est profondément fascinante. En découvrant leur coin du monde, j'aimerais aussi connaître le vôtre. Écrivez votre ville ou votre pays dans les commentaires. 4. Le pays de la confiance. Le hygge repose sur quelque chose de plus rare encore que les soins de santé gratuits, la confiance. Et le Danemark en possède davantage que presque tous les autres pays. Dans les enquêtes, environ 78% des Danois déclarent faire confiance à de parfaits inconnus. Pas seulement à leurs amis, pas seulement à leurs voisins, à des inconnus. Ce seul chiffre fait fonctionner silencieusement toute une société. On le voit dans la rue. Oui, les parents laissent réellement leurs bébés dormir dans des poussettes, à l'extérieur de boutiques ou des cafés. C'est une tradition scandinave fondée sur l'idée que l'air frais est bon pour les enfants, mais aussi sur une certitude profonde. L'enfant est en sécurité. On le voit aussi dans les petits marchés en libre service, où l'on prend ce dont on a besoin et où l'on laisse simplement l'argent. Une telle confiance retire une quantité énorme de tension à la vie quotidienne. Quand vous partez du principe que les gens autour de vous sont honnêtes, l'existence devient plus légère. Mais cette confiance a aussi son envers. Il porte un nom, la loi de Jant, ou Janteloven. C'est un code non écrit qui dit, en substance, ne crois pas que tu vaux mieux que les autres. Il nourrit l'humilité et un profond sentiment d'égalité. Cette idée que tout le monde avance ensemble. Mais comme nous le verrons plus tard, il peut aussi pousser les individus à se conformer. Pour l'instant, retenons sa face lumineuse. La confiance, l'égalité, un état qui vous rattrape lorsque vous tombez. Voilà comment un pays peut mériter le mot bonheur. Et son symbole le plus visible passe sous vos yeux, sur 2 roues. Le royaume du vélo. Dans la plupart des villes, l'heure de pointe ressemble à un fleuve de voitures. À Copenhague, c'est un fleuve de vélos. Environ 49% de tous les trajets vers le travail ou l'école dans la capitale se font à bicyclette. Environ 62% des habitants vont travailler à vélo lors d'une journée ordinaire. La ville a construit près de 385 km de pistes cyclables dédiées, soit presque 240 000. Ce qui frappe, c'est que rien de cela n'est arrivé par hasard. Dans les années 1980, Copenhague était presque en faillite. Son port était une cicatrice industrielle polluée. Les jeunes familles partaient. La ville était un endroit que l'on quittait, pas un endroit que l'on choisissait. Puis les urbanistes ont pris une décision. Ils allaient reconstruire la ville autour des êtres humains, plutôt qu'autour des voitures. Ils ont nettoyé le port jusqu'à ce qu'il devienne possible d'y nager en plein centre-ville. Ils ont protégé l'accès public à l'eau. Et ils ont traité le vélo non comme un loisir, mais comme une infrastructure essentielle. Le génie du modèle réside dans la sécurité. Les pistes cyclables danoises sont physiquement séparées de la circulation par des bordures, et non simplement dessinées par une bande de peinture. La sécurité est intégrée au design. Elle n'est pas seulement posée sur la tête sous forme de casque.
Les experts locaux utilisent même un test très simple. Plus vous voyez de femmes à vélo, plus la ville est réellement sûre. Car en moyenne, les femmes ne roulent pas si elles ne se sentent pas en sécurité. À Copenhague, les femmes pédalent partout, dans leurs vêtements de tous les jours. Comme l'a dit un habitant, on ne s'habille pas pour le trajet, on s'habille pour la destination. Maintenant, asseyons-nous à une table danoise et voyons si le goût confirme le mythe. 6. Le goût du Danemark. La cuisine danoise vit dans deux mondes, et les deux méritent d'être connus. Dans sa version la plus simple, il y a le smørrebrød, le déjeuner national. C'est une tartine ouverte sur du pain de seigle foncé, garnie généreusement. Hareng mariné avec moutarde et aneth, tartare de bœuf avec œufs crus, saumon chaud au fenouil. Et il existe une règle qui vous trahit immédiatement si vous êtes touriste. On ne le prend jamais avec les mains. On le mange avec un couteau et une fourchette. À l'autre extrémité se trouve Noma, à Copenhague, élu meilleur restaurant du monde à 5 reprises, un record. Il a transformé la mousse cueillie, les herbes sauvages et les ingrédients nordiques en forme d'art, et a contribué à créer tout un mouvement, la nouvelle cuisine nordique. Mais voici le changement pour 2026. Noma a cessé de fonctionner comme un restaurant traditionnel à la fin de 2024. Il s'est réinventé en laboratoire alimentaire à la recherche de la prochaine idée plutôt que du prochain service du soir. Et puis, il y a ce que les Danois mangent vraiment sur le pouce. Le pølser, un hot dog vendu dans les stands de rue, garni de rémoulade, d'oignons crus, d'oignons croustillants et de cornichons. Ou encore le wienerbrød, cette pâtisserie feuilletée que le monde entier appelle une danoise, même si les Danois l'ont nommée d'après Vienne. Haute gastronomie et nourriture de rue, côte à côte. Parmi tous les plats danois que nous venons de voir, lequel vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Mais un repas chez Noma, et honnêtement, tout ce mode de vie a un prix qui peut faire reculer la plupart des visiteurs. 7. Le prix du paradis. Le Danemark possède certains des impôts les plus élevés de la planète. Le taux marginal supérieur sur le revenu atteint presque 56%. Même un travailleur célibataire moyen verse environ 36% de ses revenus, bien au-dessus de la moyenne des pays développés. Et le coût de la vie suit la même logique. Un appartement d'une chambre à Copenhague se loue aujourd'hui autour de 1 800 $ par mois. Comme l'a averti un habitant, le Danemark ne vous frappe pas toujours avec une dépense énorme. Il vous épuise avec 40 petites dépenses par jour. Un café, un encas, une bière, un train, jusqu'à ce que votre portefeuille soit à bout de souffle. Alors pourquoi les Danois ne se révoltent-ils pas? Parce qu'ils ont fait un calcul que beaucoup d'autres préfèrent éviter. Oui, ils paient davantage d'impôts. Mais il y a une partie que les chiffres cachent souvent. Les Américains paient eux aussi des sommes énormes, seulement ailleurs. La famille américaine moyenne paie près de 27 000 $ par an, rien qu'en prime d'assurance santé. L'étudiant moyen porte une dette d'environ 40 000 $. Et cela vient en plus des impôts, pour des choses qu'un Danois reçoit simplement par le système. Soyons justes et précis. Cela ne signifie pas que les Américains paient plus d'impôts au total. Ce n'est pas le cas. La pression fiscale globale au Danemark est réellement plus élevée. Le vrai point est ailleurs. Quand on additionne les assurances, les frais de scolarité, la garde d'enfants qu'un Danois ne paie pas de la même manière, l'écart entre ce que vous gardez réellement et le niveau de sécurité que vous ressentez devient bien plus petit que ce que suggère un taux d'imposition effrayant. Les Danois achètent quelque chose avec cet argent. Et cela nous mène à la vraie question de cette histoire. Après tout cela, sont-ils vraiment heureux? « 8. Nous ne sommes pas heureux, nous sommes satisfaits. » Dans le rapport mondial sur le bonheur de 2026, le Danemark n'est pas numéro 1. La Finlande garde la couronne pour la 9e année consécutive. L'Islande arrive 2e. Le Danemark se place 3e, avec un écart extrêmement mince. Le Danemark a bien occupé la première place dans les premières années du rapport et il n'a jamais quitté le trio de tête. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le pays le plus heureux du monde. Et il y a quelque chose de plus étrange encore.
que les Danois vous diront eux-mêmes si vous leur posez la question. Ils ne se décrivent pas vraiment comme heureux. En les écoutant, le même mot revient sans cesse. Satisfait. Comme l'a expliqué un Danois, les Danois se plaignent toujours. Ils ne sont pas nécessairement joyeux, mais parce que le filet de sécurité fonctionne et que tant de choses tournent correctement, ils sont libres de vivre la vie qu'ils souhaitent. Un autre l'a dit encore plus clairement, nous ne sommes pas heureux, nous sommes satisfaits. La clé n'est pas l'euphorie, c'est l'absence de peur. Ils sont tout simplement moins inquiets d'être licenciés, de tomber malade, de se retrouver ruinés. Et cela correspond exactement à ce que mesure réellement le rapport sur le bonheur. Ils ne mesurent pas les sourires ou l'excitation. Ils mesurent la façon dont les gens évaluent l'ensemble de leur vie. Et cette évaluation repose fortement sur la confiance, le soutien social et la liberté de faire ses propres choix. Ce sont précisément les éléments que le Danemark organise volontairement. Le bonheur danois n'a donc jamais vraiment été un bonheur explosif. C'est un calme profond, structurel, presque invisible. Alors, je vous pose la question honnêtement. Accepteriez-vous un peu moins de liberté individuelle et beaucoup plus d'impôts en échange d'une vie où presque rien ne vous inquiète? Répondez dans les commentaires. Car la satisfaction, elle aussi, projette une ombre. Et cette ombre recouvre le pays pendant près de la moitié de l'année. 9. L'obscurité qu'on ne filme pas. Il existe une plaisanterie récurrente chez les Danois. Tous les documentaires brillants sur le Danemark heureux sont tournés en été. Et ce n'est pas un hasard. Le jour le plus court de l'année, en décembre, Copenhague ne reçoit qu'environ 7 heures de lumière. Le soleil se lève vers 8h30 du matin et disparaît vers 15h30. Il reste si bas qu'il semble à peine dépasser les toits. Pendant des mois, les gens partent travailler dans le noir et rentrent chez eux dans le noir. Une telle obscurité laisse des traces. La dépression hivernale est suffisamment courante pour que les Danois aient leur propre mot pour la désigner. Les chercheurs relient le manque de lumière à des variations saisonnières de l'humeur dans la population. Et jusqu'à 40% des Danois manquent de vitamine D pendant les mois d'hiver. Les médecins répondent avec des lampes de luminothérapie, des compléments vitaminiques et des soins. Mais il existe aussi une ombre plus silencieuse. Malgré toute la chaleur du Hijj, cette intimité peut exclure. Ici, la proximité se fait sur invitation. Les petites conversations avec des inconnus sont rares. Et la solitude au Danemark a en réalité augmenté au cours des 2 dernières décennies. Mais les Danois ne se contentent pas de subir l'obscurité. Ils lui résistent ensemble. C'est précisément là que les clubs de bains d'hiver prennent tout leur sens. Des centaines de personnes se jettent dans la mer glacée comme une communauté, puis se réchauffent côte à côte, transformant la saison la plus dure en rituel partagé. Ils s'appuient sur le Hijj, sur la lumière, sur les autres. L'obscurité est réelle, mais leur refus de l'affronter seul l'est tout autant. La nature leur a imposé cette épreuve. La prochaine fissure, elle, est entièrement humaine, et elle met à l'épreuve l'âme même du modèle danois. 10. Les fissures du modèle. Aucun portrait honnête du Danemark ne peut éviter ce sujet. Le pays qui a construit son bonheur sur la confiance et l'égalité mène depuis des décennies l'une des politiques d'immigration les plus strictes d'Europe. Au centre de cette tension se trouve une loi autrefois appelée ouvertement la loi des ghettos, renommée en 2021 loi sur les sociétés parallèles. Elle vise les quartiers où plus de la moitié des habitants ont une origine non occidentale. Ces zones doivent être remodelées, reconstruites, rénovées, et au moins 60% des logements doivent être loués au prix du marché d'ici 2030. Selon certaines estimations, environ 11 000 personnes devront quitter leur appartement à cause de cette politique. Ce n'est pas une mesure marginale. Elle bénéficie d'un large soutien dans tout l'éventail politique danois. Ses défenseurs affirment qu'elle permet de briser la ségrégation et de donner à chacun une chance plus équitable. Mais elle a aussi suscité de fortes critiques. Et en décembre 2025, un développement majeur a eu lieu. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'utilisation de l'origine ethnique comme critère pouvait constituer une discrimination au regard du droit européen.
La loi reste en vigueur pour l'instant, mais le sol juridique sur lequel elle repose a bougé. Cette question s'inscrit dans un contexte plus large. Le Parlement danois fonctionne à la proportionnelle, ce qui permet à de petits partis, y compris d'extrême droite, d'obtenir de vrais sièges et une réelle visibilité. L'âge de départ à la retraite grimpe vers 69 ans. Et le pays fait face à une pénurie de main-d'œuvre qu'il a besoin de combler avec de nouveaux arrivants. C'est une tension profonde. Une société qui valorise la solidarité, mais qui débat publiquement pour savoir à qui cette solidarité doit réellement s'appliquer. Alors, avec des hivers sombres, un coût de la vie très élevé et de vraies tensions sociales, pourquoi les Danois continuent-ils d'apparaître au sommet de ces classements? La réponse se trouve dans l'ingrédient que nous n'avons pas encore pleinement nommé. 11. Pourquoi le système fonctionne encore? Si l'on retire les vélos, les pâtisseries et même l'université gratuite, le secret danois se résume à un mot discret déjà aperçu plus tôt, la confiance. Tout fonctionne comme une boucle. Parce que les gens se font confiance, ils acceptent de payer des impôts très élevés. Parce qu'ils paient ces impôts, l'État-providence fonctionne. Parce que l'État-providence fonctionne, les citoyens se sentent en sécurité. Et parce qu'ils se sentent en sécurité, ils continuent à faire confiance. Comme l'a expliqué un ministre danois, tout est relié. Retirez une seule pièce, et l'ensemble commence à vaciller. Ce qui maintient cette boucle, c'est une pratique que les Danois apprennent dès l'enfance, la coopération. Elle commence dans les jardins d'enfants, où les enfants apprennent à travailler ensemble avant même d'apprendre à lire. Elle se prolonge dans les centrales de chauffage collectif qui réchauffent des villes entières à partir d'un même foyer. Elle façonne même le Parlement, où les coalitions et les compromis ont permis de garder une direction générale stable pendant 50 ans. Peu importe qui gagnait les élections. Au fond, c'est un pays détendu et coopératif, moins traversé par cette tension permanente et adversariale qui épuise tant d'autres sociétés. Et peut-être est-ce la vraie leçon. Le bonheur danois n'est pas une émotion que l'on poursuit. C'est une structure que l'on construit lentement, ensemble, avec la confiance pour fondation. Un penseur danois a dit que leur modèle n'était pas forcément transposable à grande échelle, mais qu'il était inspirant. On ne peut pas simplement le copier. Mais on peut apprendre de lui. Si un pays bâti sur la confiance vous fascine autant que nous, abonnez-vous. Chaque semaine, nous explorons un nouveau pays avec cette même profondeur. Car l'influence de cette petite nation dépasse largement ses propres frontières. Elle s'étend jusqu'à l'Arctique. 12. Le Groenland est le nouveau grand jeu arctique. Voici un fait qui change notre manière de regarder le Danemark. Pris seul, le territoire continental est minuscule. Environ 43 000 km², ce qui le place parmi les pays les plus modestes du monde par la taille. Mais le royaume du Danemark comprend aussi le Groenland, la plus grande île de la planète, environ 50 fois plus vaste que le Danemark lui-même, ainsi que les îles Féroé. En additionnant l'ensemble, ce petit pays nordique devient soudain le 12e plus grand territoire de la Terre. Le Groenland se gouverne lui-même, mais le Danemark conserve la responsabilité de sa défense et de ses affaires étrangères. Et c'est exactement pour cela que le Groenland est devenu l'un des lieux les plus disputés au monde. En 2025 et en 2026, le président Trump a relancé l'idée de prendre le contrôle de l'île, en la présentant comme une question de sécurité nationale américaine. Le Groenland se trouve sur un point stratégique de l'Arctique. Sous sa glace repose du pétrole, du gaz et des terres rares, ces matériaux que le monde moderne convoite de plus en plus. Les Groenlandais, eux, ont été clairs. Dans un sondage réalisé au début de 2025, environ 85% ont déclaré ne pas vouloir rejoindre les États-Unis. Si cette histoire semble familière, c'est parce qu'elle l'est. Les États-Unis ont déjà essayé. En 1946, Washington a discrètement proposé au Danemark 100 millions de dollars en or pour acheter le Groenland. Le Danemark a refusé avec une phrase devenue mémorable. Même si nous devons beaucoup à l'Amérique, nous ne pensons pas lui devoir toute l'île. 80 ans plus tard, l'île est toujours danoise.
Et elle reste au centre d'un grand jeu géopolitique qui se déroule au sommet du monde. Mais dépasser son poids réel est une vieille habitude danoise. Il suffit de regarder les entreprises que ce petit pays envoie dans le monde. 13. Petit pays, géants mondiaux. Pour une nation de moins de 6 millions d'habitants, le Danemark projette une ombre immense sur l'économie mondiale. Maersk, entreprise danoise, est la deuxième plus grande compagnie de transport maritime par conteneur de la planète. Elle déplace les marchandises du monde sur tous les océans, avec un chiffre d'affaires d'environ 55 milliards de dollars en une seule année. Vestas, également danoise, est le plus grand fabricant d'éoliennes au monde en dehors de la Chine. Et Novo Nordisk, l'entreprise derrière les médicaments de perte de poids Ozempic et Wegovy, est devenue en 2023 la société la plus précieuse de toute l'Europe, valant brièvement davantage que les géants français du luxe. Cette même ambition a transformé le Danemark en superpuissance verte. Après les chocs pétroliers des années 1970, le pays a décidé qu'il ne voulait plus dépendre de l'énergie de quelqu'un d'autre. Alors, il a construit la sienne. Aujourd'hui, l'éolien fournit à lui seul environ 59% de l'électricité danoise et près de 90% de son énergie provient de sources renouvelables. Le pays vise 100% d'électricité renouvelable d'ici 2030 et s'est engagé à mettre fin à toute production de pétrole et de gaz d'ici 2050. On peut voir cet état d'esprit dans un seul bâtiment. À la périphérie de Copenhague se trouve Copenhill, une centrale qui brûle les déchets de la ville pour chauffer 150 000 foyers. Mais sur son toit, il y a une piste de ski, des sentiers de randonnée et le plus haut mur d'escalade artificiel du monde. Même leur incinérateur est devenu un terrain de jeu. Et l'exportation danoise la plus aimée de toutes est plus petite que votre pouce. La brique Lego, née ici en 1958. Plus de 600 milliards de briques ont été fabriquées et 36 milliards supplémentaires sont produites chaque année. Des rois aux rues pavées, cette nation tournée vers l'avenir protège aussi la plus ancienne couronne d'Europe. 14. Les Vikings est la plus ancienne couronne d'Europe. Bien avant l'État-providence, il y avait les Vikings. Et le Danemark ne les a jamais vraiment quittés. La monarchie danoise est la plus ancienne d'Europe. Elle remonte jusqu'à un roi viking du Xe siècle nommé Gorm l'Ancien. Plus de 1000 ans de continuité royale. Et en 2024, cette lignée millénaire a tourné une page remarquable. La reine Margrethe II, après 52 ans sur le trône, a fait quelque chose qu'aucun monarque danois n'avait accompli volontairement depuis près de 900 ans. Elle a abdiqué. Le 14 janvier, elle a signé sa renonciation à la couronne et l'a transmise à son fils, qui règne désormais sous le nom de Frederik Kix. L'histoire de ce pays, à bien des égards, une histoire d'apprentissage du renoncement. Le Danemark fut autrefois une grande puissance, régnant sur la Norvège, la Suède, l'Islande et d'autres territoires. Puis vint la guerre désastreuse de 1864, au cours de laquelle le pays perdit presque du jour au lendemain une énorme partie de son territoire. Il aurait pu sombrer dans l'amertume. Il a choisi autre chose. Il s'est tourné vers l'intérieur et s'est reconstruit, non par la conquête, mais par l'éducation, la coopération et cette machine silencieuse de confiance. D'une certaine manière, le Danemark moderne que nous venons d'observer est né de cette perte. Une nation qui a cessé d'essayer d'être grande et qui a décidé d'exceller dans l'art d'être petite. Des anciens rois aux rues pavées, terminons ce voyage là où la plupart des visiteurs commencent, en séparant le vrai Danemark de la carte postale. 15. Le vrai Danemark. Si l'on ne devait retenir qu'une seule image du Danemark, ce serait Nyhavn. Cette rangée de maisons colorées, légèrement penchées, comme des bonbons alignés au bord d'un canal rempli de vieux bateaux en bois. C'est l'image de toutes les cartes postales. Et en été, elle est réellement magique. À quelques minutes de marche se trouvent les jardins de Tivoli, ouverts en 1843, l'un des plus anciens parcs d'attractions de la planète, juste derrière Bakken, un autre parc danois situé non loin de là. Mais c'est ici qu'un habitant se pencherait vers vous pour vous faire gagner du temps. Évitez la petite sirène. La statue célèbre est petite, bondée et honnêtement décevante. Elle vaut au mieux une photo rapide.
Passez plutôt vos heures dans la ville. Apprenez son rythme. Le Danemark est presque entièrement sans espèces, alors apportez une carte plutôt que des billets. On ne laisse pas de pourboire car le service est déjà inclus et personne n'attend un supplément. Et il existe un petit rituel appelé pant. Vous rapportez vos bouteilles et canettes dans une machine et vous récupérez de l'argent. Si vous avez quelques jours de plus, quittez la capitale. Prenez le pont de l'Øresund et vous pourrez déjeuner à Malmö, en Suède, puis revenir à Copenhague pour le dîner. Ou partez vers Bornholm, une île de côtes rocheuses, de poissons fumés et de villages paisibles qui donnent presque l'impression d'appartenir à un autre pays. Voilà le vrai Danemark. Ni le conte de fées parfait, ni seulement l'hiver sombre, mais l'espace entre les deux. Alors, après tout cela, les études gratuites, les mois obscurs, la confiance, le filet de sécurité, que retenez-vous vraiment de ce pays? Merci d'avoir regardé. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour rejoindre notre communauté mondiale et dites-moi dans les commentaires quel pays ou quel sujet vous voulez découvrir dans la prochaine vidéo.